Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Ça tourne au son, nos deux jeunes ambassadrices Johanna et Nathalie sont allées à la rencontre de la réalisatrice Erige Sehiri et son actrice principale Aïssa Maïga autour du film Promis le ciel qui arrive dans nos salles le 28 janvier prochain. Alors, nous sommes en compagnie de Erige Sehiri et de Aïssa Maïga pour l'interview de leur prochain film Promis ciel. Alors, si vous deviez dire aux spectateurs ce que vous espérez qu'ils retiendront de Promis ciel, que leur diriez-vous ? Bonsoir, merci de nous recevoir et de nous réunir aussi. Oui, parce qu'on ne s'est pas vu depuis un mois ou plus, je crois. Donc on est très contente de se retrouver ici avec vous. Ouais. Moi, je m'appelle Aïssa Maïga, donc je suis une des actrices du film Promis le ciel. Et moi, c'est Erige Sehiri, la réalisatrice, qui a eu le plaisir, de diriger, mais de travailler avec Aïssa Maïga. Plaisir très partagé. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils retiennent tellement de choses l'inspiration, en tout cas, de ces femmes, des parcours divers de femmes qui quittent leur pays pour un avenir meilleur ailleurs et que parfois cet avenir, il n'est pas forcément toujours en Europe, il peut être aussi à l'intérieur de l'Afrique, dans d'autres pays. Que dans cet entre-deux de la vie où parfois on ne sait pas totalement ce qui nous attend, où est-ce qu'on va aller dans la prochaine étape, et bien il y a quand même la question de la sororité qui est importante à ce moment-là, de trouver une certaine solidarité et que cette solidarité elle peut être mise à l'épreuve, voilà, et que c'est pas toujours facile, mais il y a quelque chose d'une force chez ces femmes qui m'ont beaucoup inspirée en tout cas en écrivant ce film. Je suis d'accord sur tout, sur tout ce qui a été dit. Ce que je pourrais ajouter, c'est que j'aimerais que les spectateurs mettent des visages sur la question des migrants. Qu'on ne soit plus face à des chiffres, à une litanie de chiffres. Voilà, tel bateau avec 120 migrants, c'est échoué. Tel bateau, on a l'impression parfois qu'on devient un peu anesthésié parce que ça se banalise. Et je trouve que la force du film, c'est vraiment de nous faire entrer au cœur de ces personnages, de ce qu'elles vivent, de ces femmes, avec leur... Ça, c'est le travail d'Erige, avec toutes leurs facettes, leur vulnérabilité, leur force. On a envie de les aimer, on a envie de les prendre telles qu'elles sont. Et je trouve que ça redonne une humanité qui a tendance à s'éloigner, à se perdre. Justement, vous parlez de l'invisibilisation des migrants. Et aussi, on peut parler de l'invisibilisation des femmes noires dans le cinéma en général. Je voulais vous demander, à vous, Aïssa, qu'est-ce que cela représente pour vous de contribuer à un film dans lequel on retrouve 3 femmes avec des trajectoires diverses et qu'elles soient au cœur de l'intrigue et pas seulement des personnages secondaires ? Alors, l'invisibilisation des migrants, elle est beaucoup plus cruciale, cruelle, que l'invisibilisation des femmes noires au cinéma, parce qu'il est question de vie ou de mort. Si je ne tourne pas dans un film demain, je ne vais pas mourir a priori. La question migratoire, elle nous met vraiment face à des questions qui sont immenses, qui sont la liberté de circuler. Cette question, elle est liée à l'égalité, à la question de l'égalité entre les humains. Est-ce qu'on vaut tous la même chose ? Est-ce qu'on a le droit d'aller d'un point à un autre en fonction de la couleur de notre peau ? Vraisemblablement non. Il y a aussi, en dehors de la question de la vie ou de la mort, la question tout simplement de la dignité humaine. Moi, j'ai été très marquée, comme beaucoup de gens, par les images qu'on a découvertes du traitement des migrants en Libye, les véritables tortures qui sont... c'est insoutenable. Et pour autant, même si c'est des questions qui sont très éloignées, elles ont un lien. Elles sont la question du respect du corps des femmes, en général.
mais du corps des femmes racisées en particulier. Elle est omniprésente au cinéma, et ce qu'on raconte sur les écrans a forcément un impact sur les imaginaires. Donc oui, je fais le lien tout en gardant à l'esprit que je reste une privilégiée, je suis une actrice. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc jouer dans un film comme ça, pour moi, c'est très important parce que l'histoire, elle est racontée du point de vue des personnages. Elle n'est pas racontée du point de vue de quelqu'un qui aurait une mentalité de sauveur et qui aurait envie de regarder ces gens avec commisération, avec pitié. Il n'y a aucune pitié dans le regard d'Érige. C'est un regard qui est vraiment, qui est construit. Elle a fait une enquête très longue de 2 ans avant de faire ce film, et elle m'a fait l'amitié pendant le tournage de partager avec moi toutes ces interrogations. Et c'est des interrogations qui sont d'une très grande rigueur morale et intellectuelle. Et donc ça donne un film qui échappe à certains écueils du misérabilisme notamment. Donc pour moi c'est une fierté, et c'est une chance aussi de pouvoir incarner un personnage fort comme ça, qui peut un petit peu faire bouger les mentalités. C'est une des raisons profondes pour lesquelles je fais ce métier. Pardon pour cette réponse. Non, mais attends, mais moi, je ne peux pas mieux répondre que ça. Parce qu'à chaque fois, à chaque interview qu'on fait, à chaque fois, je ne suis pas surprise parce que je l'ai déjà entendu, mais je suis toujours émue d'entendre à quel point ces mots sont justes et forts et inspirants, et qui donnent du sens à ce film, à toute cette démarche, en fait. Et donc, Érige, votre film est né aussi grâce à énormément de rencontres, que ce soit avec Déborah Nané et aussi le personnage que vous interprétez, Aïssa. Comment la présence de ces 2 femmes vous a aidé, au-delà de leur implication dans le film, sur votre vision de la situation des personnes qui ont connu la migration ? C'est vrai que moi, j'ai vécu aussi en France, mais aussi en Tunisie, et j'ai réalisé un documentaire en 2016 sur les étudiantes, notamment les étudiantes particulièrement, mais les étudiants et les étudiantes de Côte d'Ivoire qui venaient faire leurs études en Tunisie. Et je trouve que c'est tous des histoires qu'on entend très peu, en fait. On n'a vraiment pas trop accès à ces histoires-là. Et ça a commencé comme ça. Et ça m'avait intéressée parce que ces jeunes étudiantes m'avaient raconté que leurs parents avaient étudié en Tunisie et que leur expérience était tout autre par rapport à ce qu'elles étaient en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'avec la tension qu'il y a sur la question migratoire et l'amalgame qu'il peut y avoir entre les étudiants et les migrants, par la couleur de peau, faisait que leur expérience actuelle était vraiment beaucoup plus violente, carrément totalement différente. Et qu'il y avait même un fossé entre ce que les parents leur avaient raconté sur leur expérience et elles. Et moi, ça m'avait fascinée parce que j'ai inscrit ça dans aussi des situations politiques qui changent complètement la vie et l'expérience des gens. Dans un espace de 10 ans, 15 ans, il y a un changement total de mentalité, de la manière dont on accueille aussi les étudiants. Et aussi parce que ça m'avait intéressé d'inscrire ça dans un contexte de la Tunisie d'aujourd'hui. Ça, c'était pour le personnage de Jolie, notamment, qui m'a inspiré le rôle de Jolie. Et puis après, il y a eu ma rencontre avec Déborah Nané, qui, elle, s'inscrit plutôt dans les parcours migratoires de femmes, dont on parle très peu, parce que souvent les histoires sont racontées par le prisme des migrants hommes, alors que de plus en plus de femmes quittent leur pays, laissent leurs enfants pour aller travailler. Et puis, ce qui était très étonnant chez Nané dans la vraie vie, c'est que quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit « J'aimerais tellement voir où tu vis, comment tu vis, justement, pour essayer de déconstruire des choses, des idées qu'on avait. » Et je lui ai dit « Je peux voir ton armoire, je suis trop curieuse de voir ce que tu as comme affaires chez toi. » Et elle a ouvert son armoire, et dans son armoire, il y avait une bouée, genre un gilet de sauvetage, une bouée, et il y avait une robe à paillettes roses. Genre dans la même armoire. Et pour moi, ça a été marquant. J'ai jamais oublié ça. Et d'ailleurs, c'est dans le film d'une certaine manière. Voilà. Je me suis dit, voilà, quand tu les connais, tu apprends des choses qui sont tellement loin de ce que tu avais imaginé. J'aurais jamais pu écrire ça. Qu'à la fois, elle était dans vivre au temps présent et vivre sa vie, quoi, être libre, mais toujours avec aussi cette idée de la bouée de sauvetage. Et c'était tellement symbolique. Et il y a eu... Donc, c'est vraiment plusieurs rencontres. Et puis, il y a eu ma rencontre avec une ancienne journaliste qui est devenue pasteur, qui m'a inspiré le rôle de Marie, jouée par Aïssa. Et pareil, elle vient aussi
balayer des clichés, des stéréotypes sur la migration, en fait, qui est divers, sur des femmes entreprenantes, éduquées, intelligentes. C'est juste la vie qui nous donne à voir autre chose. Et c'est là, devant nous, en fait. C'est juste que c'est pas raconté. Voilà. Comment avez-vous travaillé avec le casting, notamment entre professionnels et non professionnels, pour créer une cohésion d'équipe? Au feeling, c'était vraiment instinctif. Pour Déborah, c'était instinctif parce que je l'ai rencontrée, elle, et elle a joué son propre rôle. Pour l'étudiante, il y avait cette idée les étudiants, ils ont aussi ce côté, je me rappelle, de vouloir se démarquer un peu aussi de la communauté, d'être toujours qu'on les mette dans un box, quoi. Il y a un côté, moi, je suis un peu unique, je peux pas forcément... Donc, je me suis dit, il faut que ce soit une artiste qui joue... parce que les artistes ont ça. Ouais, les artistes, cela Voilà, raconte. exactement. Non, mais il y a ce côté... moi, je suis unique, quoi. Je fais pas partie de... Moi, ça me parle, parce que moi, je suis aussi de parents issus de l'immigration tunisienne. Et dans mon quartier, là où j'ai grandi, il y avait ce côté aussi un peu où... à la fois, on est solidaire et parfois, pourquoi est-ce qu'on doit toujours faire partie d'un tout? Pourquoi on ne peut pas juste être unique, en fait? Et cette individualité, elle était importante. Donc, je suis allée chercher... dans mon esprit, ça devait être un artiste. Et sur Instagram, en fait, je suis tombée sur Laetitia Ki. Et je l'ai contactée et je suis allée la rencontrer à Abidjan. Et puis après, il y a eu les personnages tunisiens. Donc, certains sont joués par des acteurs professionnels, d'autres non. L'enfant Kenza, que j'ai rencontré dans une église à Tunis, qui est aussi une enfant, quoi, qui n'a jamais joué dans sa vie, qui a été accompagnée par sa mère. Et pour le rôle de Marie, qui était le rôle le plus difficile, vraiment, parce que pendant un moment, j'ai pensé à faire jouer la vraie pasteur. Puis après, je me suis dit, mais en vrai, c'est un vrai rôle de composition, parce que les pasteurs, ils jouent déjà un rôle dans la vie, en tant que pasteur. Et là, il faut qu'elle joue un rôle en tant que pasteur et joue un rôle dans le film. Il y avait quelque chose comme ça, je trouve, un peu de finesse. Et puis, je voulais pas faire le cliché de la pasteur évangélique non plus. Donc, et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a même pas 1 an avant ou 2 ans avant, mon frère m'avait dit, mais Aïssa Maïga, direct. Il est génial, son frère. Ouais, il m'a dit, mais je suis fan et tout. Et ça m'avait... Voilà, et c'est revenu. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve une femme charismatique, engagée dans la vie. Évidemment, si elle est belle, en plus, c'est encore plus. Et là, en fait, voilà, c'était Aïssa Maïga. Franchement, j'ai appelé personne d'autre comme comédienne. Enfin, c'était soit la pasteur, la vraie, soit Aïssa Maïga. Je l'ai contactée, et vraiment comme ça. Je l'ai contactée, on a fait un zoom. Et... Il faut savoir qu'Erige, elle a fait un précédent film de fiction, un long-métrage de fiction. Et en fait, dans ce film-là, c'était uniquement des acteurs non professionnels. Et le film est magnifique. Vraiment, ça donne une tonalité très particulière. Ça s'appelle Sous les figues. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est très beau. Et c'est aussi très intéressant sur cette question-là. Et donc, tu t'apprêtais à faire entièrement la même chose, quasiment, pour ce film. Je pensais faire la même chose, ouais. Et donc, quand... Je vais te balancer un peu. Oui, c'est bien. Vas-y, balance. Un jour, je suis à la maison et je reçois un mail. Voilà, je m'appelle Erige Seiri, je suis réalisatrice, je prépare. Et j'avais le téléphone en main. Donc, je lui réponds tout de suite. Elle me dit, oh, vous m'avez répondu tout de suite, super, vous êtes dispo pour un Zoom. Tac, ouais. On fait le Zoom. Et là, elle m'explique qu'en gros... elle travaille pas avec des acteurs professionnels. Ouais. J'appelle Aïssa Maïga, je lui dis ça, quoi, tu vois. Mais que ce serait peut-être une bonne idée, mais qu'en vrai, elle fait jamais ça. Donc voilà, elle préfère me le dire franchement. Je dis, franchement, moi, je respecte. Je trouve que quand un ou une cinéaste a une vision, c'est trop précieux. C'est trop précieux pour venir essayer de bousculer quoi que ce soit. Donc je dis, dans ma tête, j'ai dit Inch'Allah parce que je la trouvais géniale. Et quand elle m'a raconté l'histoire du film et tout, ça m'a vachement parlé. Et ensuite, on s'est vus, tu m'as rappelé quelques mois plus tard. Elle m'a invitée quelques semaines, non, parce qu'en fait, c'était super rapide. Hein. Ah oui, j'arrive pas à me rappeler. C'était tellement rapide. Et elle m'a dit, voilà, est-ce que tu veux bien venir faire une journée de travail, comme ça, là. À Donc, Tunis. à Tunis, voilà. Donc, on s'est retrouvés là-bas. Et puis, j'étais trop contente d'avoir le rôle. Moi, j'étais trop contente. En fait, Vraiment. on avait la même excitation de travailler ensemble, quoi. Et puis, finalement, c'est la première fois que j'ai une comédienne professionnelle dans mon film. Et ça a été incroyable parce que ça, justement, elle a aussi infusé des choses. On pouvait discuter parce qu'elle est réalisatrice aussi. Donc on pouvait avoir des discussions aussi autres que seulement son rôle, mais vraiment parler aussi du film, de sa démarche, des autres personnages et tout. Donc ça, c'était super. J'étais un peu dans la tête d'Erige. C'était génial.
Justement, vous êtes aussi réalisatrice, vous avez aussi fait un documentaire, et Erige aussi. On a pu voir que vous avez passé 1 an à assister aux messes d'une église évangélique pour l'écriture du film. Et je voulais savoir pour vous deux, quelle est la place de l'immersion dans l'écriture ? Bon, moi, j'ai été castée, rapport à ce que je viens de vous raconter, je sais pas, 2 semaines avant le début du tournage, 10 jours, je sais plus. Donc l'immersion, on a oublié. C'était pendant le tournage, L'immersion, c'était le tournage. C'est vrai ? Parce qu'en fait, les figurants dans l'église, c'est une vraie communauté évangélique. Donc, c'est des gens qui se connaissent entre eux. C'est la même communauté. Et surtout, qui vivaient toutes les situations de jeu au sein de l'église pleinement. Pour eux, c'était pas de la fiction. Ils se sont donnés vraiment comme s'ils étaient dans une vraie église. Ils m'ont adoubé. Quelle pression. En tant que pasteur. Ouais. Ils m'ont vraiment validé. Et donc, ça a été ça, l'immersion pour ma part. Mais toi, tu as fait un autre travail d'immersion. Oui, moi, c'était... Après, c'est mon passé de documentariste qui fait que c'est ma démarche d'aller documenter, de passer du temps, justement, pour être légitime, de pouvoir raconter les histoires des autres. Sans avoir passé du temps avec eux, tu n'as pas aucune légitimité de pouvoir raconter leurs histoires. Donc, fallait passer ce temps-là avec Déborah aussi. J'ai passé 1 année et demie avec elle à essayer des scènes, mais aussi à sortir en boîte, à aller danser. On est parti danser, on a passé du temps ensemble beaucoup, quoi. Et c'est pour ça que je suis assez impressionnée. Et pareil, ça, par sa capacité aussi rapidement à parce pouvoir. Que j'avais pas le choix. À pouvoir, ouais, c'est ça, elle n'avait pas le choix. Mais non, il y a c'est le talent. Survie. C'est ce talent humain aussi, c'est ce talent instinctif de pouvoir et à la fois préparer les textes très rapidement et à la fois pouvoir improviser face à des personnes qui ne sont pas des acteurs et donc qui n'ont pas un texte précis. Donc il fallait aussi composer avec ça, quoi. Et il y avait aussi les acteurs professionnels tunisiens, notamment mon cher propriétaire, que vous verrez dans le film, Mohamed Graya, voilà, qui est un acteur incroyable, mais vraiment incroyable. Il a un univers, c'est rare, hein. Ouais, il est très, très, très fort. Donc, j'étais pas la seule. J'étais pas la seule. Ils étaient 2, c'était un beau duo. Pour Erige, quelles sont les particularités de travailler avec un enfant et d'écrire son personnage dans le cadre d'un drame ? La particularité, surtout avec cet enfant, c'était sa magnifique personnalité, très dynamique, très joyeuse et très bavarde. Alors que c'est un personnage dans le film qui a vécu un trauma. Et en même temps, elle m'a apporté beaucoup parce qu'elle aussi, elle m'a permis de briser certains clichés qu'on peut avoir sur comment représenter le trauma à l'image. Et souvent, c'est par la tristesse, les pleurs, etc. Et elle nous a amené autre chose. C'est-à-dire qu'il y a il fallait la prendre comme elle est, en fait, tout simplement. C'est une enfant. Donc, et puis, elle participait avec nous, elle était tout le temps avec nous. Même quand elle n'avait pas des scènes à tourner, elle était là. Elle s'est beaucoup rapprochée de Marie dans le film de Aïssa, qu'elle appelle Marie. Elle m'a même appelée maman. Maman. Même à un moment donné, elle a dit maman. Donc, en fait, c'est vraiment de l'accueillir, quoi. Vraiment de l'accueillir. Après, moi, j'ai passé du temps avec elle avant le tournage aussi. Donc, on se connaissait déjà. Et puis, de composer avec les moments, de l'observer aussi. Par exemple, les moments où elle est... c'est après le repas, elle est un peu plus calme parce que c'est un peu le temps de la sieste. Donc, on compose aussi avec les moments où elle est un peu plus excitée, un peu plus calme, et on adapte le tournage à elle aussi. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Et on vous invite à aller voir le film Promis le ciel, qui sera le 28 janvier en salle. C'était l'interview de la réalisatrice Erige Seiri et de l'actrice Aïssa Maïga pour le film Promis le ciel qui sortira dans nos salles le 28 janvier prochain. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ça tourne au son. Soyez à l'écoute.